Salut à tous, on se retrouve sur la troisième vidéo de biophysique avec moi et la dernière. Cette vidéo va porter sur les transformations radioactives. Nous allons voir les généralités radioactives, la radioactivité alpha et pour finir la radioactivité isobarique. Il vous manquera la radioactivité isomérique pour avoir toute la globalité de la radioactivité. Je vous ai fait un cours un peu simplifié mais notamment complet. Donc vous inquiétez pas, la plus grosse partie se trouve dans ce cours. Et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la première partie qui va porter sur les généralités radioactives. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une transformation radioactive? On l'appelle aussi mutation ou désintégration et c'est la modification spontanée du noyau d'un atome. C'est ultra important. C'est-à-dire qu'un noyau va spontanément se modifier pour devenir plus stable. C'est possible qu'il devienne un autre noyau, mais c'est également possible qu'il reste de même nature, on va dire. Donc, va y avoir toujours une perte de masse, ultra important. La masse sera toujours plus faible. Le noyau fils sera toujours plus léger que le noyau père. Et cette perte de masse va entraîner une augmentation de l'énergie de liaison, et notamment l'énergie de liaison par nucléon. Ce qui va permettre d'augmenter la stabilité du noyau. Ce qui est le but de toute transformation radioactive, c'est d'avoir un noyau final qui est beaucoup plus stable que le noyau père. On va également avoir une libération d'énergie. Donc les trois trucs qui sont vraiment à retenir, c'est perte de masse, augmentation de l'énergie de liaison des nucléons et par nucléon, et une libération d'énergie. Cette libération d'énergie, elle peut se faire sous forme de particules ou de photons. On va donc augmenter la stabilité et la cohésion du noyau, et donc il peut y avoir un changement de nature ou pas. La radioactivité, c'est un phénomène qui est naturel et probabiliste, et qui dépend d'une constante de temps, de constante radioactive lambda. Ça faisait l'objet d'un cours spécial en PACES. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous aurez ce cours qui porte sur les lois cinétiques, ça s'appelle. Donc les constantes radioactives, à quel moment un noyau se transforme ou pas. Potentiellement ce sera intégré dans ce cours, donc je vous en parle pas, mais vous inquiétez pas, on sortira une fiche s'il y a besoin. Donc comme je vous l'ai dit, la radioactivité est liée à une constante radioactive lambda qui est invariable selon le noyau. Il faut savoir que cette constante, elle est totalement indépendante des propriétés, des conditions physico-chimiques et de l'âge de l'atome. C'est-à-dire qu'un atome, il peut avoir des millions d'années, il subira pas une transformation radioactive plus ou moins qu'un noyau plus jeune. C'est pareil, si jamais il y a une forte chaleur, ça n'entraînera pas plus ou moins de radioactivité, ça changera totalement, ça changera rien en fait, tout simplement. Du coup, quelles sont les transformations possibles? Vous voyez qu'on a toujours notre tableau des nucléides qui est représenté ici. On voit notamment les noyaux stables qui sont sur la vallée de la stabilité, comme je vous l'ai dit dans le cours du noyau. Et donc du coup, on va avoir plusieurs types de radioactivité possibles selon la localisation des noyaux. Si on a des noyaux qui sont à plus de 200 nucléons, donc A supérieur à 200, ils subiront de la radioactivité alpha. On verra ce que c'est après. Globalement, ils subiront la radioactivité alpha là-bas. Ensuite, s'ils sont au-dessus de la courbe, donc s'ils ont un excès de neutrons, ils subiront de la radioactivité bêta-, et s'ils ont un excès de protons, donc s'ils sont en bas, ils subiront de la radioactivité bêta+, ou capture électronique. On verra après. Il peut y avoir également une modification de l'énergie sans modification du noyau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'élément reste le même, mais le niveau énergétique va changer. Ces transformations sont les transformations isomériques et elles ne sont pas représentées sur ce schéma. Donc si un jour vous avez un item qui dit sur la table des nucléides on peut voir les transformations isomériques, c'est faux, elles ne sont pas représentées. Attention, c'est très très important. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir toujours une évolution vers une masse inférieure, ce qui va entraîner une énergie de liaison maximale pour avoir une stabilité qui sera évidemment maximale à la fin. On va avoir une libération d'énergie qui se fera sous forme de rayonnement
ou de particules. Et ce qui est ultra important, mais ça retenez-le, moi je m'étais fait un post-it en passesse dessus parce que c'est vraiment le plus important. Il n'y aura pas forcément d'items là-dessus à l'examen. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que ça va vous aider à voir si votre réaction radioactive est vraie ou faux. Je m'explique. Il y a 4 règles qui sont tout le temps là dans une réaction radioactive, qui sont obligatoires. Elles doivent toujours être respectées. Et du coup, ça permet de comprendre si telle ou telle particule est émise. Je m'explique, si par exemple on a un noyau avec un proton en moins, bah vous saurez qu'il faut rajouter un proton. Vous allez comprendre. Il y a 4 règles. C'est les lois de conservation, on les appelle. Il faut toujours que l'équation de votre transformation radioactive ait un nombre de nucléons A inchangé, un nombre de protons Z inchangé. Donc, conservation du nombre de nucléons, conservation de la charge, conservation de l'énergie totale et conservation de la quantité de mouvement. Mais attention, la masse totale, elle ne se conserve pas contrairement au nombre de masses. Donc on a conservation du nombre de nucléons et du nombre de charges, conservation de la quantité de mouvement, conservation de l'énergie totale, mais pas de conservation de la masse. Et encore une fois, parce qu'on le répétera jamais assez, la radioactivité tend toujours vers une masse minimale et une énergie de liaison maximale. Donc maintenant on va parler de la radioactivité alpha. Tout d'abord, qu'est-ce que la particule alpha ? Comme on l'a dit dans le cours du noyau, la particule alpha c'est le noyau de l'atome d'hélium. C'est-à-dire que c'est 2 protons et 2 neutrons. On la note de plusieurs façons et il faut savoir que l'hélium, comme on l'a dit dans le cours du noyau encore une fois, c'est une particule, un noyau qui est extrêmement stable. Il a une énergie de liaison de 7 mégaélectronvolts par nucléon. Et il faut savoir que c'est le seul noyau qui va être émis spontanément. Cette radioactivité, elle va concerner les noyaux avec plus de 200 nucléons. Et du coup, ces noyaux vont perdre 4 nucléons d'un coup, ils vont perdre 2 protons et 2 neutrons. En fait, on va avoir un noyau pair. Donc comme on le voit sur le diapo, on va avoir un noyau pair noté AXZ qui va perdre 2 protons et 2 neutrons, donc du coup il va perdre 4 nucléons. Donc ça va être un nouveau noyau qui va être noté A-4, Y, parce que c'est un nouvel élément, Z-2. Et pour que la réaction soit équilibrée, on rajoute toujours la particule alpha à côté. Du coup on va avoir une réaction qui va être notée comme ça. Donc comme on l'a dit, c'est un nouvel élément fils. Ce qui est important, c'est le bilan masse-énergie. En fait, ça va nous permettre de calculer l'énergie qui va être émise par la réaction. Pour ça, on va devoir tout d'abord calculer le défaut de masse. Le défaut de masse, on le calcule comment ? On le calcule en prenant le noyau pair, enfin la masse du noyau pair, à laquelle on enlève la masse du noyau fils et la masse de la particule alpha. Du coup, on va avoir notre défaut de masse. Et ce défaut de masse, pour trouver l'énergie de liaison, l'énergie libérée. Du coup, on a notre défaut de masse grâce à cette petit calcul. Et pour trouver l'énergie libérée, on va juste multiplier ce défaut de masse par 931,5. Vous allez voir, c'est tout le temps pareil dans la radioactivité, sauf à une exception près. Pour calculer le défaut de masse, on fait toujours l'état initial moins l'état final. Donc masse du noyau pair moins la masse du noyau fils, et là en l'occurrence vu qu'on a une particule lourde, moins la masse de la particule alpha. Puis ce défaut de masse on multiplie par 931,5 pour avoir l'énergie libérée par la réaction. Cette énergie, on va la noter, elle sera en mégaélectronvolts et on l'appelle également énergie disponible. Donc énergie libérée, énergie disponible. Ensuite on a le spectre de la transformation alpha. C'est assez simple, c'est un spectre de raies. Tout simplement, il va y avoir une seule raie. En fait, l'énergie disponible, elle va être libérée du coup par la réaction et elle va être emportée sous forme d'énergie cinétique par les particules émises. Donc par le noyau fils et par la particule alpha. Sauf que le noyau fils, il est très très lourd. On a parlé de noyaux avec plus de 200 nucléons.
donc c'est des noyaux très très lourds. Et donc du coup on va admettre que leur énergie de recul elle est négative, enfin elle est presque nulle, voire nulle. Je m'explique, c'est comme si vous poussiez avec une certaine énergie une voiture. C'est impossible de faire bouger une voiture, enfin on n'est pas musclore ou quoi que ce soit. Du coup, si vous poussez une voiture, elle va pas bouger, on considère que son énergie de recul elle est nulle. Par contre, si vous bougez une particule beaucoup plus petite, donc là en l'occurrence la particule alpha, avec la même énergie, bah elle va partir vachement plus loin. Comme on reprend l'exemple de la voiture, on pousse une voiture, donc le noyau 6 qui va pas bouger, et avec la même énergie on va bouger un ballon de football, bah là il va aller vachement plus loin. Du coup on considère que c'est la particule alpha qui emporte toute l'énergie de la réaction. C'est pour ça qu'on va avoir un spectre de Ré. En fait la Ré sera au niveau de l'énergie emportée par la particule alpha. Si la particule alpha emporte une énergie de 5 mégaélectronvolts, alors la Ré sera au niveau de 5 mégaélectronvolts. Il faut savoir que la particule alpha, elle aura une énergie comprise entre 4 et 10 mégaélectronvolts seulement. Donc si on vous trouvez une énergie libérée de 50 mégaélectronvolts, c'est faux, parce que c'est toujours entre 4 et 10. Ensuite, nous avons le parcours dans la matière. La particule alpha, elle est lourde. Comparée au noyau fils, on a dit qu'elle était légère. Par contre, comparée à la matière, c'est une particule qui est relativement lourde. Comparée aux électrons, par exemple, elle est extrêmement lourde. Du coup, comparée aux électrons, elle est extrêmement lourde et elle est chargée positivement. Très important. Du coup, on va dire qu'elle a une vitesse faible qui est non relativiste, comme le proton et le neutron, vitesse non relativiste, et une trajectoire rectiligne. Elle va attirer les électrons et elle est directement ionisante. Pourquoi elle attire les électrons? Parce qu'elle est positive. Plus et moins, ça s'attire. Son parcours est court et a des effets biologiques importants, obligatoires. On va le revoir juste après. Son parcours, il va se terminer à la fin par un maximum d'ionisation qu'on appelle le pic de Bragg. C'est-à-dire que, vous allez le revoir dans la radiothérapie, mais en gros, votre particule alpha, elle va émettre un certain nombre une certaine énergie, et à la fin de son parcours, il va y avoir un pic, elle va émettre d'un seul coup énormément d'énergie, puis s'arrêter d'un coup. On va voir les applications que ça peut avoir, mais vous allez le revoir dans le cours sur la radiothérapie. Du coup, pour les applications, au niveau de la radioprotection, donc comment on se protège de la particule alpha? Si la source elle est externe, c'est-à-dire par exemple on va prendre l'exemple du radon 222, c'est un gaz émetteur de particules alpha qui est dans l'air partout. Si vous êtes en contact avec des particules alpha de façon extérieure, il n'y aura pas de problème parce que la peau elle est assez épaisse pour empêcher la particule alpha de transpercer votre peau. Par contre, si la source est interne, il y aura des ionisations pulmonaires, ce qui est assez dangereux. Au niveau de la radiothérapie, il y a une application qui est assez importante. On a vu que la particule alpha, elle avait un parcours qui était court et directement ionisant, et avec surtout un pic de Bragg. Du coup, on va l'utiliser pour détruire des tumeurs qui sont proches de la peau, qui sont très locales, notamment je pense à la tumeur rétinienne. On va utiliser des particules alpha pour détruire des tumeurs qui se trouvent au niveau de la rétine et pour éviter d'abîmer le reste des structures, on va utiliser le pic de Bragg, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la distance entre votre émetteur et le pic de Bragg soit la différence entre votre émetteur et la tumeur. Je sais pas si vous comprenez. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum, hein, je suis là pour vous répondre. Mais du coup, on va utiliser la radiothérapie pour traiter des cancers localisés et pas très loin. Donc on a dit le cancer de la rétine ou le cancer de la prostate métastatique. Ça c'est assez important. On va pouvoir cibler les cellules cancéreuses en évitant la casse entre guillemets des cellules saines. Voilà, c'est tout pour la particule alpha. On va maintenant passer aux transformations isobariques. Les transformations isobariques, il n'y a pas de changement du nombre de nucléons, puisque isobarique, comme on a dit, c'était le même nombre de nucléons, isobar. Du coup, on aura toujours le même nombre de nucléons, nombre de masse A, entre le noyau père et le noyau fils. Par contre, on va avoir un nombre de protons et de neutrons qui va changer.
et évidemment toujours une descente dans la vallée de la stabilité. Ce qui est important du coup voilà, isobarique, on garde le même nombre de nucléons mais on a les protons et les neutrons qui changent, donc vu que les protons changent, ce sera un nouvel élément chimique. On passe du coup à la première réaction isobarique, donc il s'agit de la transformation β-. Alors la β- elle consiste en quoi? Elle consiste en fait à... en fait le noyau a un excès de neutrons. Et comment on sait que c'est un excès de neutrons? Mon petit moyen mnémotechnique c'était de me dire dans moins il y a un n, donc n neutrons. Donc il y a un excès de neutrons et en fait pour compenser ça, un neutron en fait va se transformer en proton par inversion d'un quark en fait. Donc un quark down va devenir un quark up. On va obtenir alors un noyau fils qui sera avec Z plus 1 proton. Donc on change bien d'élément fils, enfin de noyau. Pour compenser ce nouveau proton, enfin ce gain de proton par changement d'un neutron en un proton, on va devoir émettre une particule β- pour conservation des charges et un antineutrino. L'antineutrino c'est quoi? Comme on l'a dit, il a une masse négligeable. Dans la fiche j'ai marqué il n'a pas de masse parce que le professeur Humbert dit qu'il n'a pas de masse, mais je lui ai bien demandé confirmation. L'antineutrino a une masse mais on la considère négligeable en fait. Et il a une charge pareil négligeable. Il ne préexiste pas dans le noyau et il est quasiment impossible à détecter. En fait à la base l'antineutrino c'était une hypothèse pour expliquer la désintégration β- et on a pu le confirmer il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. L'antineutrino c'est c'est une particule qui est très très pénétrante et qui est non ionisante. Il a une probabilité d'interagir en traversant la Terre de 10 puissance moins 10, donc c'est très peu, et ce n'est pas un rayonnement électromagnétique. Le β- c'est quoi? C'est un électron nucléaire, d'origine nucléaire. En fait, c'est tout comme un électron, mais lui il est d'origine nucléaire, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un électron. On dit que c'est un β-. Il a une masse négligeable et une charge de moins 1 du coup. Le neutron, du coup, comme on l'a dit, il va devenir un proton en passant d'un quark down à un quark up. Donc ça c'est très important à comprendre. Excès de neutrons, donc un neutron va se devenir un proton par cette inversion. Et pour compenser, on va émettre un β- et un antineutrino. Pour calculer le bilan énergétique, c'est la même chose que tout à l'heure. On va faire noyau pair, enfin masse du noyau pair moins masse du noyau fils. Dans la réalité, on va faire moins la masse du β-, mais on a dit qu'il était négligeable, donc du coup on va pas le compter. Du coup, on va faire masse du noyau pair moins masse du noyau fils, ce qui va nous donner un défaut de masse, et pour avoir l'énergie libérée, on va multiplier par 931,5. C'est tout le temps pareil, comme je vous l'ai dit, donc c'est tout aussi simple que ça en fait. À la base, dans l'équation, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de moins, etc. Mais on simplifie de manière... En QCM, on ne vous demande pas de détailler, on vous demande de simplifier au maximum. Donc vous retenez masse du noyau pair moins masse du noyau fils et vous multipliez le tout par 931,5 pour avoir votre énergie libérée en mégaélectronvolts. Concernant le spectre, alors en gros, l'énergie encore une fois qui est libérée va être convertie en énergie cinétique. Elle est toujours emportée par les particules, sauf que cette fois les particules sont toutes les deux très petites. Du coup, on considère que les deux particules peuvent emporter l'énergie, mais à chaque fois ce sera aléatoire. C'est-à-dire qu'une réaction β- peut se produire X fois, et X fois ce ne sera pas le même pourcentage emporté par la particule β- ou par l'antineutrino. Dans cette réaction, il n'y a pas d'émission de photons, il n'y a que l'émission de ces particules. On va donc avoir un spectre qui est continu. Continu pourquoi? Parce que en fait on dit qu'on peut détecter uniquement le β- en fait. Donc c'est le spectre du β-, parce que l'antineutrino comme on l'a dit il est très difficile à détecter, voire impossible si on n'a pas un matériel adapté. Du coup on dit que c'est le spectre du β-, et en fait le β- il peut prendre des valeurs minimales. Donc minimale c'est quand seulement l'antineutrino emporte l'énergie, et maximale quand c'est que le β- qui emporte l'énergie.
Sauf que, donc du coup c'est un spectre continu, et vu que le β- est une particule électronique, on dit que c'est un spectre électronique continu. Sauf que le β- il va subir une force d'attraction coulombienne. Vu que c'est un électron de charge négative, il va être attiré par le noyau par la force de Coulomb. Du coup, le spectre va être décalé vers la gauche. Parce que l'attraction coulombienne fait que le spectre se décale. Et je pourrais pas vous détailler exactement le pourquoi du comment, mais il faut juste retenir que c'est un spectre électronique continu décalé vers la gauche à cause de l'attraction coulombienne. L'énergie moyenne de la transformation, on la calcule par le tiers de l'énergie maximum, c'est-à-dire β max divisé par 3. Honnêtement, je l'ai jamais vu nulle part, ça, donc s'il y a bien un truc à pas forcément porter grande attention, c'est ça. Mais c'est toujours bon à savoir que l'énergie moyenne, c'est le tiers de l'énergie maximale. Concernant le parcours dans la matière, les électrons ils sont chargés, donc on sait qu'ils vont produire des ionisations par interaction avec la matière. Et plus précisément les électrons de la matière. Les électrons vont interagir entre eux et donc du coup il va y avoir des ionisations. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un parcours non rectiligne. Normalement dans le cours avec Giorgio sur les interactions, vous avez vu un petit schéma avec les électrons qui font comme ça et qui finissent par faire un joli tourbillon. C'est ça en fait, il va y avoir un parcours non rectiligne avec une profondeur de quelques millimètres qui est variable selon le matériau qu'elles vont traverser. Concernant l'antineutrino, on a dit qu'il était très pénétrant mais qu'il interagissait peu, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pour les applications biomédicales, c'est assez intéressant parce que c'est très adapté, vous allez en reparler normalement sur le cours sur la radioprotection ou la radiobiologie. En fait, pour les applications biomédicales, on sait que le β- il va détruire les tumeurs puisqu'il va interagir avec le milieu. Du coup, on va prendre l'iode 131 qui est un émetteur de β- quand il se désintègre en xénon 131 métastable. C'est très important par rapport au cours des transformations isomériques. L'iode 131 qui se transforme en xénon 131 métastable, il va produire un β-. Je sais pas si vous le savez, mais la thyroïde en fait, c'est une glande qui se situe à peu près par là. Vous devez le voir normalement en anatomie tête et cou avec vos super tuteurs Charlotte et Valentin. La thyroïde qui se trouve à peu près par là, elle est très avide de d'iode. C'est très très important à savoir. Du coup, dans le cas d'exposition radioactive, il va y avoir des cancers de la thyroïde. Et donc du coup, ce qu'on fait pour soigner ces cancers de la thyroïde, on donne de l'iode 131 qui va se cibler dans les cellules de la thyroïde et qui va du coup émettre son β- et détruire les tumeurs. Ça détruit aussi par la même occasion la thyroïde, mais la thyroïde on peut la compenser par des médicaments donc c'est pas nécessairement un problème. Du coup, l'iode 131 ça sert à soigner le cancer de la thyroïde et aussi les métastases qui sont toujours avides d'iode. Voilà, on passe à la deuxième réaction isobarique. Il s'agit de la β+. β+, pourquoi β+? Plus ça commence par un P, donc la β+, c'est un excès de protons. Toujours les petits moyens mnémotechniques. Franchement, moi ça m'avait sauvé le concours quand je voyais les différentes réactions et que je me disais, ah ouais, donc là on va avoir un gain de protons, donc du coup ça veut dire qu'il y avait un excès de neutrons, neutrons moins, β-. Voilà, donc là on va avoir un excès de protons et donc du coup on va avoir un gain de neutrons. Dans cette transformation, on va avoir un proton qui va inverser son quark down, un quark up en quark down pour obtenir un neutron. C'est le même principe en fait que la β-. Dans cette réaction, il va y avoir une émission d'un β+ et d'un neutrino. Attention, c'est un neutrino et non pas un antineutrino. Moi je me disais β-, genre le moins c'est genre le pas bon, donc du coup on est un peu anti, on est contre le moins. Du coup c'est l'antineutrino. Et le plus c'est toujours bien d'être meilleur, mieux, donc plus. Donc on n'a pas de anti, donc c'est le neutrino. Essayez de retenir un peu comme ça, c'est
assez important de savoir quelles particules est émise dans quelle réaction. C'est aussi important de savoir s'il y a des photons ou pas qui sont émis. Donc pour l'instant on a vu alpha et bêta moins, il n'y a aucun de photons d'émis. Du coup, on va avoir un noyau pair AXZ qui va se transformer en un noyau fils AZ-1Y. Pourquoi Z-1? Parce que comme je vous l'ai dit, un proton va se transformer en neutron. Donc on a perte de protons et gain de neutrons. Dans ce cas-là, on a un problème avec la charge puisqu'il y a -1 de charge. Il faut qu'on retrouve notre conservation de la charge. C'est pour ça qu'on émet un β+, et pour compenser toujours le neutrino. L'énergie totale émise, comment on la calcule? Là c'est un peu différent. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le β+, il y a un seuil énergétique à passer. Pourquoi? On va le voir dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Mais en fait, le β+, une fois qu'il va être libéré, il va vivre sa petite vie un petit moment. Puis au bout d'un moment, il va rencontrer un électron du milieu, libre. Et ces deux, ils vont s'annihiler. Donc moi je voyais ça un peu comme pas une copulation, mais genre un assemblage. Je l'avais montré au PACES, mais je mettrai peut-être la vidéo normalement. Mais en gros, dans Il était une fois la vie, je sais pas si vous avez vu le générique, mais en gros, on voit au tout début un homme rencontrer une femme et ils vont devenir une genre de boule qui va exploser. Là, c'est exactement pareil. Un β+ va rencontrer un électron. Les deux, ils vont se mettre ensemble et ils vont créer une annihilation. C'est assez dur à dire. Et ils vont exploser et ils vont en fait émettre deux photons de 511 kV à 180 degrés l'un de l'autre. On va le revoir, vous inquiétez pas, mais ce qui est important à retenir, c'est que du coup, il va y avoir deux photons de 511 kV. Or, on sait que 511 kV, c'est l'équivalence masse-énergie de 1 électron. Du coup, on va avoir un seuil de 1,022 MeV, donc 511 fois 2, ça fait 1,022 MeV, qui sera un seuil électronique. Pour ça, il va falloir atteindre le seuil. Du coup, on reprend. On a notre réaction. Il faut qu'on atteigne le seuil pour savoir si elle est possible. Parce qu'en fait, vous allez voir que des fois, la réaction β+ n'est pas possible parce que le seuil n'est pas atteint. Pour savoir si le seuil est atteint, vous allez devoir calculer ΔM, donc masse du père moins masse du fils. Et vous devez regarder si cette valeur que vous allez trouver, elle est supérieure ou pas à la masse de 2 électrons. Si cette valeur, elle est supérieure à la masse de 2 électrons, soit 0,00011, il me semble, alors la réaction elle est totalement possible, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas la question. Si cette valeur est inférieure à ce seuil de la masse de 2 électrons, alors il n'y aura pas la réaction β+. Ok. Maintenant, si dans un QCM on vous demande calculer l'énergie libérée par la réaction, vous allez faire comment? Vous allez tout d'abord calculer le défaut de masse. Alors là il y a une petite particularité, le défaut de masse c'est pas la même façon de le calculer que les autres. Vous faites votre ΔM avec masse du père moins masse du fils, ça change pas, mais vous devez enlever la masse de 2 électrons. C'est hyper important, il faut toujours enlever la masse de 2 électrons quand vous calculez votre défaut de masse. Ensuite, ça revient comme d'habitude, l'énergie, vous faites ΔM fois 931,5 et vous trouvez votre énergie libérée. Pas de souci si l'énergie est inférieure à 1,022 MeV. Vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Vous avez enlevé votre seuil, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Le seuil il est à calculer avant. On passe au spectre. L'énergie libérée, elle est toujours libérée sous forme d'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, elle va être répartie entre le positon et le neutrino. On va donc avoir un spectre électronique continu de la même façon qu'on avait un spectre électronique continu pour la bêta-, sauf que cette fois il n'y a pas d'attraction coulombienne puisque plus et plus ça se reproche, enfin ça s'enlève, donc il n'y a pas d'attraction, donc le spectre n'est pas décalé. C'est important à retenir que le spectre n'est pas décalé. Je vais vous poster dans l'année une fiche récap sur les spectres
donc je vous la posterai assez rapidement je pense. J'avais fait une fiche récap comme ça, je pense qu'elle peut pas mal vous aider. Encore une fois, seul le β+ est détectable, donc on dit que c'est toujours le spectre du β+, qui est électronique continue. C'est pas faux de dire que c'est le spectre du neutrino, mais le spectre du neutrino, on ne peut pas le détecter en fait. C'est un spectre théorique. Même si par calcul on sait que c'est vrai, il n'a pas été prouvé parce qu'on ne peut pas le détecter aussi facilement qu'un β+. Par rapport au parcours dans la matière, déjà qu'est-ce que le β+? Le β+, c'est un positon. Attention, il est faux de dire que le β+ est un proton. Vraiment, s'il vous plaît, retenez-le. Je crois que je l'ai déjà dit dans le cours 1, mais vraiment, c'est pas un proton, c'est un électron positif d'origine nucléaire. Donc, β+, pas un proton, s'il vous plaît. Le β+, il va avoir des interactions avec les électrons du milieu, donc il va pas avoir un parcours rectiligne. Et comme je vous l'ai dit, à un moment il va s'arrêter et il va s'apparier avec un électron du milieu qui vont s'annihiler et créer deux photons en coïncidence, donc à 180 degrés l'un de l'autre. Ces deux photons ont une énergie de 0,511 MeV, donc 511 keV. C'est hyper important à retenir cette réaction d'annihilation parce que ça explique le seuil en fait. Ensuite, nous avons le parcours du neutrino qui est le même que celui de l'antineutrino, donc très pénétrant et qui interagit peu. Les photons, eux, ils vont avoir tout ce que vous avez avec Giorgio, donc effet photon électrique et effet Compton. Pour les applications biomédicales, nous allons voir l'exemple du fluor 18 qui va devenir de l'oxygène 18 par transformation β+. Ce fluor 18, il a une demi-vie de 1h50 environ, donc 110 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser cette réaction pour voir où sont les tumeurs. Ce qu'on appelle le PET scan. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans Grey's Anatomy ou quoi. Le PET scan, ça permet de savoir où sont les tumeurs dans votre corps. Comment on fait ça? En fait, du coup, on va greffer votre fluor 18 à une molécule de glucose. Je sais pas si vous le savez, mais les tumeurs, elles sont hyper fans du glucose. Genre vraiment, elles adorent ça, elles en mangent tout le temps, etc. Enfin, elles en mangent. Elles adorent le glucose. Du coup, on va greffer notre fluor 18 au glucose. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va avaler du coup notre solution, etc. Ou je sais pas si c'est par intraveineuse ou peu importe. Le glucose, notre glucose modifié va aller dans la tumeur. La tumeur, elle va manger le glucose, etc. Et au bout de 110 minutes, on va avoir notre β+. Notre réaction β+, qui va se faire. Notre β+ va être émis, etc. Il va faire sa petite vie et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, il va s'apparier avec les électrons du milieu, comme on l'a dit. Sauf que du coup, ça va mettre de la lumière. Ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on va utiliser une caméra assez spéciale, etc. Enfin, c'est une table un peu spéciale, etc. Et on va détecter les photons émis. Très important pour les QCM, on détecte les photons, on ne détecte pas les β+. Vraiment, ça aussi c'est hyper important à retenir parce que c'est déjà tombé au concours pour nous, donc vous, ça peut tomber à l'examen. On va détecter uniquement les photons émis. Et à ce moment-là, du coup en détectant les photons, on sait si la cellule qui est à cet endroit-là est une cellule cancéreuse ou pas, puisqu'on a dit que c'est seulement les cellules cancéreuses, enfin principalement les cellules cancéreuses qui vont manger ce glucose-là. Du coup, on va utiliser... du coup, on va pouvoir détecter nos cellules cancéreuses et ça s'appelle la tomographie par émission de positons, donc la TEP, et en anglais c'est le PET scan. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième transformation radioactive. Retenez bien les différences β+, β-, donc antineutrino ou neutrino, s'il y a photon ou pas, le spectre, comment il est, etc. Et surtout, retenez bien comment on calcule les différents défauts de masse et les énergies libérées. Parce que c'est ce qui tombe le plus en QCM. En général, on va vous donner une réaction et on va vous dire, lors de cette réaction, à propos de cette réaction, est-ce que telle réaction est possible,
en général ils mettent les trois, et l'énergie libérée est de nanana, ou alors un neutrino va être émis, un antineutrino va être émis, etc. Ça se joue à peu près tout le temps sur la même chose, donc ça va tomber au tutorat, vous inquiétez pas là-dessus, mais c'est important à retenir. On se retrouve pour la dernière réaction isobarique. Cette réaction, c'est la capture électronique. Alors la capture électronique, elle se rapproche beaucoup de la β+, puisqu'elle concerne également des noyaux qui ont un excès de protons. Sauf que la capture électronique, à la différence de la β+, c'est qu'elle n'a pas de seuil. Alors, en réalité, elle a un seuil, mais il est toujours atteint. Donc du coup, on dit qu'elle n'a pas de seuil. Et la capture électronique est donc tout le temps possible. Donc dès que vous voyez une réaction avec un noyau fils qui va perdre un proton, il y aura toujours une capture électronique et il faudra trouver le seuil de la β+. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette fois, il ne va pas y avoir d'inversion d'un quark up en un quark down. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir notre noyau, ici, donc on va prendre notre noyau, et on a un petit proton qui va attraper un électron d'une couche proche du noyau. Il va l'attraper comme ça, et ils vont se combiner, donc ils vont, un peu comme l'annihilation, ils vont se combiner entre eux pour devenir un neutron. C'est pour ça qu'on dit que c'est une capture électronique, on capture un électron d'une couche profonde. Attention, couche profonde, c'est important. Donc c'est un mode de désintégration très discret parce qu'en fait, il n'y a qu'un neutrino qui va être émis. Sauf que le neutrino, on le retrouve rarement, enfin on le détecte très difficilement. Du coup, on a un noyau fils émis et un neutrino, sauf que le neutrino, vu qu'on le voit pas, c'est très discret. Le bilan énergétique, le défaut de masse, c'est le même que d'habitude, donc masse du père moins masse du fils. Pour calculer l'énergie, par contre, cette fois c'est différent. On a notre delta M, donc fois 931,5, sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'énergie de liaison de l'électron capturé. Par exemple, si on capture un électron de la couche K, de la couche K par exemple, on va faire notre masse du père moins notre masse du fils. Le tout, on va multiplier par 931,5 et on va enlever l'énergie de la couche K du père. Attention. Donc c'est-à-dire si notre énergie c'est de... L'énergie du père c'est de 55 kV, on enlève 55 kV à ce résultat. C'est ultra important de l'enlever parce que c'est l'énergie qui va être utilisée en fait pour arracher l'électron. Et donc du coup, elle peut pas être libérée cette énergie vu qu'on l'a déjà utilisée. Par rapport au spectre, l'énergie en fait, elle va être libérée totalement par le neutrino. Sauf que on a dit que le neutrino il n'était pas détectable. Du coup, on va obtenir un spectre indirect. Ça, c'est ultra important. Le spectre de la capture électronique est un spectre indirect. Vraiment, retenez-le. C'est un spectre indirect, du coup, qui va être dû au réarrangement du cortège électronique. Comme vous l'avez vu avec Giorgio, un cortège électronique, s'il est sous forme excitée, donc avec un électron en moins ou plusieurs, il va falloir absolument qu'il se comble parce que un atome doit être stable tout le temps, c'est ultra important. Du coup, il va y avoir des réarrangements électroniques sous forme de photons de fluorescence ou d'électrons OG. Ces électrons de fluorescence, ces photons de fluorescence et ces électrons OG, ils vont libérer de l'énergie, comme vous l'avez vu, et ces énergies en fait vont créer notre spectre de la capture électronique. Du coup, très important à retenir. Pour les spectres, le spectre de la capture électronique, ces énergies-là, ce sont des énergies, ce sont dues aux énergies de liaison du noyau fils. Vraiment. C'est-à-dire que si on vous demande de calculer les différentes raies d'une capture électronique, vous devez prendre les énergies de liaison des électrons du noyau fils. C'est-à-dire l'énergie de la couche K du noyau fils, l'énergie de la couche L du noyau fils. Et faire comme vous avez vu avec Giorgio, donc
l'énergie de K moins l'énergie de L, etc., etc., selon les différentes possibilités que vous pouvez avoir. Par exemple, vous allez avoir un QCM qui va vous dire on voit une raie à nanana kiloélectronvolts. Vous devez dire oui ou non si y a une raie possible à cet endroit-là en fonction de s'il y a un photon de fluorescence ou pas, ou un électron G. Du coup, ce spectre, c'est un spectre atomique d'origine électronique ou électromagnétique. Électronique par rapport aux électrons G et électromagnétique par rapport à, aux photons de fluorescence, pardon. Du coup, voilà. Très important à retenir, encore une fois, les différences de spectre, etc. Pour les parcours dans la matière, le neutrino, c'est toujours pareil. Et les photons X, c'est pareil que vous avez vu avec Giorgio, donc effet photoélectrique ou effet Compton. Du coup, pour les applications biomédicales, nous avons la scintigraphie cardiaque au thallium-201. En gros, c'est ce thallium, il va se fixer aux cellules du cœur en fonction du débit sanguin coronarien. Ça permet de savoir si on fait notamment un infarctus et pour savoir si le cœur il est bien irrigué, donc c'est assez important. Et du coup, là encore une fois, on va détecter le réarrangement de la capture électronique, donc les photons de fluorescence. C'est aussi simple que ça en fait. Retenez bien, du coup, on vient de finir avec les transformations isobariques, retenez bien les différents spectres, les différentes manières de calculer les défauts de masse, les énergies, etc. C'est principalement ce qui tombe à l'examen. Honnêtement, les parcours dans la matière, je les avais pas vraiment appris. J'avais juste retenu pour l'antineutrino et le neutrino. Parce qu'au final, si vous regardez bien, les photons X, ben c'est pas, les photons en général, c'est toujours pareil, c'est effet photoélectrique et Compton. Et le bêta-, vous le voyez déjà avec Giorgio dans le parcours des électrons. Donc c'est pas bien compliqué. Les applications biomédicales, c'est important à retenir, c'est déjà tombé pareil. C'est assez important de manière dans votre vie future, puisque c'est quand même des choses que vous allez beaucoup revoir en P2. Moi ça me concerne pas vu que je suis en sage-femme, mais je vois les médecines, ils ont beaucoup de cours sur les applications biomédicales qu'on voit en radioactivité, surtout scintigraphie, le PET scan, etc. Il y a une matière dédiée à ça en fait, donc si vous le retenez maintenant, ben c'est tout bénef pour l'année prochaine, vraiment. On passe au QCM du cours sur la radioactivité. QCM 1. À propos des généralités radioactives. Item A. La radioactivité est un phénomène variable selon les conditions physico-chimiques. Item B. Le xénon 54 peut subir la radioactivité alpha. Item C. Il y a conservation du nombre de masses. Item D. Il y a conservation de la masse. Et item E. Tout est faux. Correction du QCM 1, la bonne réponse est la réponse C. Donc, item A, la radioactivité est un phénomène variable selon les conditions physico-chimiques. Faux, c'est invariable, c'est indépendant des conditions chimiques. Item B, le xénon 54 peut subir la radioactivité alpha. C'est faux parce que la radioactivité alpha c'est uniquement pour les noyaux avec plus de 200 nucléons. Item C, il y a conservation du nombre de masses, c'est vrai. Item D, il y a conservation de la masse, c'est faux parce que y a toujours une perte de masse pour augmenter la stabilité. C'est ça la subtilité. Il y a une conservation du nombre de masse, donc du nombre de nucléons, mais pas de la masse elle-même. QCM 2. À propos des désintégrations isobariques. L'antineutrino émis lors de la β+ est quasiment impossible à détecter. Item A. Item B. β+ intervient lors d'un excès de neutrons. Item C. Le spectre de la conversion interne est un spectre de raies électroniques dû à un réarrangement électronique. Et item D. La désintégration β- émet 2 photons de 511 keV chacun. Item E, tout est faux.
correction, c'est l'item E qui est la bonne réponse. Item A, l'antineutrino émis lors de la bêta- est quasiment impossible à détecter. C'est la bêta-, pas la bêta+. Bêta+ intervient lors d'un excès de neutrons. C'est faux parce que c'est proton. Le spectre de la conversion interne est un spectre de réélectronique dû au réarrangement électronique. C'est faux parce que c'est le spectre de la capture électronique. La désintégration bêta- émet 2 photons de 511 keV chacun. C'est faux parce que c'est le spectre de la bêta+, donc c'est bien, tout est faux. Et pour finir, le QCM3. Votre tuteur de biomol et génétique, Yanouza, décide de créer une lampe à l'aide des photons gamma émis lors d'une bêta+. Aidez-le à trouver l'énergie libérée en mégaélectronvolts lors de la réaction suivante. Donc vous avez la réaction, vous avez la masse des différents noyaux et la masse du proton, du neutron et de l'électron. L'énergie libérée est de 70,4, 79,8, 85,7, 90,2 ou 96,9. La bonne réponse est la réponse D. Tout d'abord, on va calculer, on regarde et on remarque que on va avoir émission d'un bêta+. Du coup, on va calculer le défaut de masse. On sait qu'il faut prendre la masse du noyau père moins la masse du noyau fils et à laquelle on enlève la masse de 2 électrons. Là, on n'a pas besoin de chercher le seuil parce qu'on sait que le seuil est directement est admis en fait. Du coup, on fait masse de l'azote, donc 22,85 U, moins la masse du néon, donc 21,987 U, à laquelle on retire la masse de 2 électrons, donc moins 2 fois 0,00055. Ça nous donne un défaut de masse de 0,0969. Pour calculer l'énergie, on fait ce défaut de masse fois 931,5 et on trouve 90,2. Pour aller plus vite, faites fois 1000 et vous prenez la valeur du dessous. Ça va marcher dans 95% des cas. Là par exemple, on va avoir 969. Si on fait fois 1000, on a 96,9. Sauf qu'il faut prendre la valeur du dessous parce que 931,5 c'est pas 1000. Du coup, on élimine la réponse E et on trouve la valeur d'en dessous, c'est bien la réponse D. Attention, ça marche pas toujours. Des fois, vous avez deux valeurs qui sont assez proches. C'est arrivé une ou deux fois, je crois, en 2017, de mémoire. Du coup, si vous avez un doute, calculez tout. Genre, ça vous coûte une minute de plus. Ou alors, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais fois 1000 au début. Puis, quand j'avais le temps à la fin, parce que des fois on a le temps, ça arrive, je revenais dessus et je vérifiais quand même que les valeurs étaient les bonnes. À part si j'étais sûre, parce que des fois on remarque que les valeurs sont tellement éloignées que c'est forcément juste. Voilà, donc on a fini avec ce cours. J'espère qu'il vous aura plu, on dirait une youtubeuse qui dit ça. Ça a fait assez bizarre de faire cette petite rentrée en vidéo, en filmant avec ma caméra. Tout d'abord parce que je ne suis pas youtubeuse et parce que moi j'aimais bien voir le contact, pouvoir répondre à vos questions, etc. Donc on se verra sur le live. N'hésitez pas à poster vos questions sur le forum. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire sous forme constructive s'il vous plaît. Les remarques constructives sont toujours bonnes à prendre. Petite parenthèse parce que je sais que ça avait beaucoup plu au PACES.
J'ai créé une playlist de motivation spéciale P1. En fait c'est parti de ma playlist à moi que j'avais en P1 et je l'ai mise sur Spotify de façon à ce que tout le monde puisse l'écouter. Donc je vous ai mis le lien dans une rubrique dans notre centre de téléchargement, pas centre de téléchargement mais vous savez là où il y a dans le forum centre de téléchargement, réponse des profs, etc. Il y a une rubrique motivation avec le lien de cette playlist. Si vous avez besoin de l'écouter, vraiment allez-y. Elle a été complétée par toutes les musiques de motivation des tuteurs. Et je sais que ça a pas mal aidé les passages. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bon courage pour la fin de cette rentrée, bon courage pour le concours blanc et bon courage pour ce semestre. Nous, on est là avec Giorgio, on va essayer de vous sortir des trucs assez originaux parce que je sais que c'est compliqué d'être toujours à distance comme ça. Et on est là pour vous, vous inquiétez pas. Plein de bisous, c'était Émilie Hypothèse, over.